Bonjour. J'enregistre la seconde partie concernant le process d'une œuvre, penser l'œuvre, faire œuvre. Donc avec le scandale de Balzac, sculpture, œuvre de Auguste Rodin. Et puis ensuite, on verra les nymphéas de Monet pour clôturer cette conférence. Donc, sur proposition d'Émile Zola, Rodin reçoit la commande de Balzac par la Société des gens de lettres. On est fin du 19e siècle. Euh, et puis, on va voir tout au long du processus que le monument va déchaîner une violente polémique dans un premier temps, et puis ensuite une annulation de la commande avec une obligation pour l'artiste de rendre l'argent qui lui avait été payé pour réaliser cette sculpture. Et puis, en effet, il peut être intéressant dans cette thématique du processus créatif, d'un process d'une œuvre. Celui-ci a duré un certain temps, d'appréhender le contexte. Alors, c'est valable pour toutes les œuvres, et ça l'est parfois beaucoup plus, voilà, quand le process, par exemple, est relativement long. Euh, quand Auguste Rodin a eu cette commande, il a commencé, je vous rappelle, hein, le processus créatif selon Graham Wallace, donc à faire phase 1 des recherches documentaires, comme on est censé finalement faire, qu'elles soient visuelles, qu'elles soient textuelles, qu'elles soient, s'il est possible, en tout cas aujourd'hui, il l'est de façon cinématographique, on pourrait dire, hein, que ce soit aussi dans la visite de musées d'exposition. Voilà, il a retrouvé des portraits de façon à pouvoir s'inspirer. Il a lu et relu des ouvrages de Balzac de façon vraiment à s'imprégner, c'est lui qui le disait, hein, de son écriture, de son esprit, de sa façon d'être, à travers justement ses ouvrages. Voilà, différents croquis également. Donc, pour les croquis, il est allé dans la région de Balzac pour pouvoir retrouver un modèle charpenté comme lui l'était, de façon à pouvoir vraiment appréhender physiquement son corps, sa façon aussi, peut-être, sa posture, sa façon peut-être aussi de déambuler. Il a trouvé ce modèle sur lequel il a travaillé, et on peut voir les croquis, hein, et grâce auquel il a pu faire ses croquis. Mais voilà, il y a toute une recherche qui va être très importante. euh, Avec aussi un recueil d'informations sur l'écrivain, donc à travers en effet son lieu de vie, son lieu de naissance, à travers ses ouvrages, à travers des écrits qu'il va retrouver. Ça va être un long et méticuleux travail de préparation. Euh, et en fait, ça va générer finalement beaucoup de temps, et ça va perturber un peu ces gens de lettres et cette commande qui lui a été faite, parce que c'est vrai il va être hors délai. Euh, si on revient sur les portraits, vous voyez qu'on a des portraits à des âges différents. Euh, Ensuite, on se rappelle, hein, toujours les phases du processus créatif. Donc, après cette recherche, euh,
Et ces croquis des maquettes sont élaborés, de nombreuses maquettes, avec de l'argile, avec du plâtre, en pierre. Il va même, Auguste Rodin, jusqu'à... alors, vous savez peut-être pas que Balzac, pour écrire, et d'ailleurs ça faisait partie de la commande, mettait une sorte de long peignoir, un long, voilà, un long peignoir comme celui-ci. Et il aimait écrire dans ce vêtement-là, un vêtement qui était plutôt ample. Et donc, Auguste Rodin va prendre véritablement ce vêtement pour pouvoir le mettre sur la sculpture. Il va même trouver une technique pour pouvoir le rigidifier et pouvoir véritablement le sculpter. Ça, c'est aussi un élément qui va être assez critiqué par les gens de lettres, puisqu'ils vont s'écrier sur le fait qu'Auguste Rodin est allé chercher un objet du quotidien pour pouvoir réaliser sa sculpture. Vous savez peut-être que Auguste Rodin avait été victime en son temps d'un autre scandale parce que ses sculptures étaient tellement réalistes qu'on pensait qu'il avait sculpté directement sur le modèle, à tel point que quand il sculptait, il diminuait la taille de ces sculptures par rapport au modèle de quelques centimètres pour éviter ces critiques qui n'étaient absolument pas justifiées, vous vous en doutez. Euh, donc voilà, c'est quelqu'un qui était finalement qui était dans la recherche d'une certaine véracité, en tout cas là pour pardon, pour Balzac, Honoré de Balzac, pour citer son prénom. Il y avait quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire d'essayer de toucher le plus près possible, le plus proche possible de l'intimité d'Honoré de Balzac, de façon à pouvoir réaliser une sculpture qui respecte totalement ce grand esprit créatif, ce grand écrivain dans son être profond, on pourrait dire. Voilà, ça a pris 2 ans, donc c'est vrai que ça a pris beaucoup de temps. Émile Zola, qui a fait la commande, qui est présidé à ce moment-là la Société des gens de lettres, et qui, grâce à lui, Rodin a eu cette commande, voulait aussi qu'à travers cette culture ait une certaine hauteur, hein, une certaine hauteur pour exprimer une certaine grandeur d'idée. Il y avait ça dans cette commande. Euh, il faut savoir que ce n'était pas Auguste Rodin qui était destiné à faire cette culture au départ, c'était un autre sculpteur. Alors, juste avant que Émile Zola ne siège dans cette Société des gens de lettres, mais ce sculpteur est décédé, et donc c'est ensuite, voilà, par un concours de circonstances, avec l'arrivée d'Émile Zola, que Rodin a eu cette commande. Après ces différentes maquettes, ces maquettes d'études, hein, ces maquettes préparatoires, hein, il a également fait de nombreux portraits, réalisé de nombreux portraits en lien avec les photographies qu'il avait trouvées. Donc, vous voyez, on a vraiment cette idée, voilà, de tenter le plus proche possible. Bon, finalement, il y a quelque chose qui, mais peut-être dans cet esprit, hein, de ce grand sculpteur, on est au-delà finalement de quelque chose qui va tendre à un réalisme, ou à une mimésis, si on pourrait parler comme ça, c'est-à-dire finalement, il y a pas cette idée de s'écarter de la réalité ou de s'approcher le plus possible de la réalité. Il y a cette idée vraiment de s'approcher le plus possible de l'être, de ce qu'on appellerait l'être de l'écrivain, l'être du grand esprit, l'être de l'artiste, plus finalement que de s'attacher physiquement à une ressemblance mimétique, on pourrait dire. Euh,
Donc ce processus, il est intéressant. Alors évidemment, on ne vous montre pas tout, toutes les maquettes préparatoires et tous les croquis. Vous imaginez que 2 ans d'études, 2 ans de travail, il y a eu beaucoup d'essais qui ont été faits par le sculpteur. Je vous montre cette très belle photo de, euh, de l'atelier à Paris d'Auguste Rodin avec ses nombreuses, avec cette œuvre hein, en plâtre de Honoré de Balzac, qui est d'ailleurs exposée au musée Rodin à Paris, une des répliques. Voilà, je trouve que cette photo, elle est intéressante. Elle est aussi intéressante dans ces domaines dont on parle en art plastique, c'est-à-dire de cet atelier d'artiste qui finalement, un peu comme Brancusi, devient une véritable œuvre. Hein. C'est-à-dire que quand on est dans l'atelier d'artiste, il y a quelque chose de l'ordre de l'œuvre. C'est l'espace entier avec ces objets qui sont à l'intérieur, objets d'études, objets préparatoires ou répliques d'œuvres ou œuvres, sont véritablement, forment véritablement dans ce processus-là une œuvre. Donc c'est quelque chose qui est intéressant et qui évidemment est une thématique qui génère des problématiques extrêmement intéressantes dans nos études à nous en tant que plasticiens. Alors, je vous montre une caricature. Donc, j'en ai un petit peu parlé au début. Donc, Rodin prend énormément de temps. Il est hors délai. Les gens de lettres commencent vraiment à s'impatienter. Et puis, ils viennent le voir dans l'atelier. Et puis, ils sont horrifiés de voir ce que Rodin, finalement, outre le temps qui passe, ce que Rodin est en train de, de proposer. Enfin, il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Euh, et il décide d'annuler purement et simplement la commande il demande à Auguste Rodin de rendre l'argent qui lui a été avancé pour faire ce travail. Je trouve que la citation d'Auguste Rodin, elle est extrêmement forte. Extrêmement vrai aussi. Hein. J'ai eu tort, il est vrai, nous dit-il, de ne pas livrer la statue dans le délai convenu, mais je suis bien excusable. Dans ces choses de l'art, on ne sait jamais en effet le temps qu'il faut pour mener une œuvre de ce genre à bonne fin, car ce n'est pas tant l'œuvre en elle-même que sa conception qui exige des recherches longues et pénibles. Alors, vous voyez, hein, on est dans le cœur du sujet, dans cette idée de processus créatif, c'est-à-dire que finalement, ce qui est extrêmement intéressant, extrêmement riche, et ce qui est chronophage, c'est tout ce processus créatif, tout ce qu'on appelle aussi la démarche, hein, c'est-à-dire d'une commande, si c'en est une, ou d'une idée, à travers différentes étapes dans les choix. Dans les choix des matériaux également, les choix des proportions, dans les choix peut-être après du lieu dans lequel ça pourrait être, on le verra avec Monet tout à l'heure, ça pourrait être une œuvre de façon à ce que l'œuvre puisse être sublimée hein, dans un lieu particulier. Il y a toute une démarche intellectuelle à travers la production d'une œuvre d'art qui est extrêmement importante et voire peut-être dans le cadre, en tout cas, alors évidemment du processus extrêmement riche pour aller à la rencontre de l'intimité d'un artiste, de sa façon de travailler. Ça donne des pistes aussi pour vous, élèves, pour évidemment ne pas bâcler cette étape-là. On a toujours tendance à penser que ce qui est important, c'est l'œuvre finalisée, hein, l'œuvre, le résultat finalement, puisqu'on est dans une société aussi de résultats, hein, c'est le résultat toujours qui compte. Et non, en fait, la démarche est extrêmement importante. Cette démarche intellectuelle, graphique, picturale, elle est extrêmement intéressante. Les ratés, les détours, les repentirs sont extrêmement intéressants parce qu'ils vont permettre en effet finalement de s'approcher le plus près possible de notre cheminement et de ce qu'on voulait vraiment proposer. Donc c'est vraiment une étape qu'il faut absolument respecter.
Voilà quelques articles. Je vous ai mis cette photo aussi d'un portrait de Balzac euh, par, euh, par un dessinateur. Je trouve que cette photo, elle est parlante parce que finalement, on retrouve ce portrait un peu sombre dans la sculpture d'Auguste Rodin. Euh, alors, il va falloir beaucoup, beaucoup de temps hein, pour que l'œuvre soit exposée. Euh, en fait, alors c'est en 1939, donc j'allais dire 20 ans après la mort de Rodin, c'est 22, vous voyez. 22 ans après la mort de Rodin, donc sous la présidence de Jean Zay, qui était ministre de l'Éducation nationale à ce moment-là, le Balzac se dresse en bronze, coulé en bronze, se dresse à l'angle de Raspail et de Montparnasse, donc à Paris, sur un socle avec une inscription, un hommage à Balzac. Donc voilà à quoi ressemble cette œuvre. C'est vrai qu'il y a quelque chose de, de Rodin hein, dans cette œuvre. Il y a vraiment quelque chose qui transpire l'être, le grand esprit d'Honoré de Balzac dans cette robe de chambre très ample où on voit, on distingue finalement à peine son corps, mais on sent que le corps est quand même charpenté, on sent que physiquement voilà, c'est un homme qui a une certaine présence. Et puis ce portrait qui est extrêmement touchant avec une certaine intériorité hein, dans l'expression de ce visage. Voilà, donc un long processus de travail pour une commande avec, j'en ai pas parlé beaucoup, je ne l'ai pas cité, mais avec voilà, beaucoup d'articles de journaux. C'est vrai que le contexte, on est dans un contexte sur l'affaire Dreyfus, fin 19e, qui va générer deux France, une pour et une contre. Et, euh, et ça va aussi rentrer dans la polémique d'Auguste Rodin qui avait pris parti dans le cadre, vous voyez, il y a un mélange des genres dans le cadre de cette sculpture. Donc c'est pas seulement le retard de la commande, c'est pas seulement finalement ce que l'interprétation que Rodin en a fait, c'est pas seulement non plus, même si ça a été choquant pour eux, prendre un objet du quotidien comme une vraie robe de chambre. Même si nous, aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait partie intégrante, aujourd'hui, depuis le début du 20e, de l'histoire de l'art et des outils pour les artistes, aller chercher des objets du quotidien pour pouvoir créer. Là, vous voyez, il y a une caricature qui a été faite par un caricaturiste de l'époque qui s'appelle Weber. Donc on voit à travers ces documents que l'affaire a fait grand bruit hein, et que tout le monde s'est emparé euh, de la société entière finalement, le contexte, les journalistes de cette affaire-là. Euh, pour les nymphéas donc de Claude Monet, on est sur une commande, enfin sur une commande, pas tout à fait, je dirais, parce que ça s'est fait de façon peut-être plus spontanée. Mais il y a eu à un moment donné cette idée-là, elle s'est initiée finalement, on pourrait dire. C'est le cycle des nymphéas de Claude Monet. Finalement, on est à la même époque, hein, on est fin 19e. Donc voilà les œuvres. Euh, Claude Monet avec ses nymphéas. Alors, nymphéa, je vous rappelle que c'est le terme latin qui désigne les nénuphars. Et puis, Monet va passer de longues années jusqu'à la fin de ses jours à peindre ces nymphéas qui sont donc un des motifs de son jardin à Giverny. euh, dans lequel il passe énormément de temps. Donc à des heures évidemment différentes, à des saisons différentes. On sait que
On est sur un nouveau courant artistique qui s'appelle les impressionnistes et qu'en effet, les impressionnistes vont jouer de cette lumière selon si elle est matinale, selon si elle est au zénith, selon si elle est plutôt au crépuscule. Donc ça, c'est quelque chose qui va être vraiment très important pour les impressionnistes, ces effets de lumière en extérieur sur le monde de la nature notamment. Les effets du vent aussi, hein, ces mouvements que l'on peut voir dans la nature quand on peint sur le motif, donc quand on peint à l'extérieur, et ce qui va permettre ces observations aux artistes finalement d'appréhender la nature de façon peut-être plus vibratoire, hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors par touche, on a appelé ça comme ça, par touche chez les impressionnistes. Et puis on le voit ici, hein, il y a cette idée, c'est assez vibrant, hein, on voit que les lignes ne sont pas tout à fait continues. Il y a quelque chose qui génère du mouvement en fait, hein, un mouvement qui est illusoire, un mouvement qui est suggéré, mais un mouvement tout de même. Donc elles ont été peintes en 1905. Monet avait commencé à être âgé, à avoir de gros soucis au niveau des yeux. Donc il avait ce qu'on appelle la cataracte. Il a quand même continué à peindre, à persévérer, malgré ce mal qui l'envahissait au fur et à mesure des années, jusqu'en 1916-1919. Euh, pendant plus d'une dizaine d'années, il a peint Sénaféa. Il a même fait fabriquer un atelier spécifique pour pouvoir peindre ces grands panneaux, ces gigantesques panneaux des nymphéas qu'on va voir tout à l'heure à l'orangerie. Donc, c'est un long processus de travail avec de nombreuses, finalement, quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'expérimentation, hein. C'est-à-dire que lui, euh, sa recherche au départ documentaire de façon, comment dire, de façon visuelle, hein, va être en extérieur, c'est-à-dire observer la nature qui l'environne et faire de nombreuses peintures, de nombreux croquis de façon à pouvoir appréhender le mieux possible. On voit hein, son pont japonisant dans son jardin, cette nature-là, à des moments différents ou de la journée ou de l'année. Vous voyez, on le voit dans son jardin, on reconnaît bien le pont japonisant. Donc c'est un long processus de recherche en fait, hein, finalement. Alors concernant l'exposition ensuite au musée de l'Orangerie, ça c'est l'amitié en fait que Monet avait avec Clémenceau, qui est devenu assez intime puisque Clémenceau a fini par habiter tout près, acheter une grande demeure tout près de Paris où vivait Claude Monet. Pour l'anecdote, fin de la Première Guerre mondiale, euh, Clémenceau signe l'armistice dans ce fameux train à Compiègne donc près de Paris et Monet qui avait envie de participer à cette joie de fin de la guerre a proposé donc à Clémenceau d'offrir à l'État 2 panneaux décoratifs, ce qui a été évidemment accepté par Clémenceau. Et puis ensuite, ça a généré finalement dans ce processus-là, c'est pour ça que j'ai dit au début, c'est pas tout à fait une commande, bah, finalement, une, euh, l'idée que, il allait y avoir un lieu vraiment spécifique qui allait être installé pour pouvoir mettre ces 2 panneaux-là. Et finalement, ces 2 panneaux sont devenus plus de 2 panneaux, euh, de façon à pouvoir vraiment appréhender un espace et appréhender euh,
la démarche de Claude Monet dans dans ce projet d'être en immersion dans ces œuvres-là. Et finalement, avec un effet miroir dans cette immersion de l'esprit du peintre qui était dans son jardin à Giverny de longues heures dans la journée, quasiment tous les jours, quasiment toute l'année. Et donc, c'était cette idée finalement de pouvoir euh, retrouver physiquement hein, le peintre dans ce jardin en train de peindre euh, dans ce musée de l'Orangerie. Donc finalement, voilà le plan qui a été conçu pour Claude Monet avec des salles qui ont une forme d'ellipse et puis une véritable, alors je cherche le mot, un véritable travail, je vais le dire simplement, un véritable travail sur justement ce dispositif scénique, ce dispositif d'exposition que certains élèves doivent travailler, notamment en spécialité art plastique. C'est-à-dire, alors outre le fait que ces salles sont de forme ovale, de façon à pouvoir vraiment appréhender ces effets de la nature, c'est cette idée, peut-être que quand on est dans la nature, dans un environnement naturel, les angles n'existent pas et qu'en effet, on est sur des choses qui sont euh, non angulaires, plutôt courbes, hein, qui vont générer comme ça quelque chose, une projection d'un espace infini, hein, comme quand on regarde une ligne d'horizon, la ligne d'horizon de la mer. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Retrouvons, on pourrait faire un clin d'œil à Antoni Gaudí, précurseur de l'Art Nouveau, où en effet lui aussi a complètement aboli les angles droits. Euh, dans ce respect hein, de la nature. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, cette forme très originale. Et puis, voilà, où on imagine bien que quand on est spectateur et au milieu c'est une vue de dessus, hein, évidemment, au milieu de cette salle, on est complètement en immersion dans une espèce d'espace panoramique, hein, on peut l'appeler comme ça. Et l'autre chose, c'est que ils ont tenu compte donc de la situation de la salle euh, par rapport au nord, à l'ouest, au sud, à l'est, de façon à pouvoir installer les panneaux selon l'orientation. C'est-à-dire que le matin clair au saule, le matin au saule sont disposés à l'est de façon, parce que à l'est, le soleil se lève. Et vraiment pour respecter complètement ce cheminement pictural, intellectuel du peintre. Euh, donc voilà quelques-uns des panneaux. Avec l'idée des formats, hein, du format gigantesque. Donc on a par exemple les reflets verts de 2 mètres de large sur 8 mètres et demi de long. C'est gigantesque. C'est quasiment la même taille que, alors peut-être un peu plus grand chez Raphaël, il est un peu plus de 8 mètres, 8,80 je crois. Mais voilà, on est dans des tableaux monumentaux. Les nuages, vous voyez ici, un peu plus longs. Les nymphéas le matin, à peu près la même taille. Les nymphéas soleil couchant. Donc voilà, on a vraiment une appréhension d'un paysage qui s'anime finalement dans ce lieu d'exposition devant nous, avec cette dimension aussi philosophique hein, du temps qui passe et c'est, cette, cette, du temps cyclique, on pourrait dire, hein, de cet effet que de
cette nature-là, de ces conditions-là cycliques, hein, que de ce temps ces saisons qui repassent du matin, du midi, du soir, puis ensuite on recommence le matin. Il y a cette idée comme ça d'appréhender une nature profonde, mais aussi une nature humaine, hein, ce peintre-là qui peint avec patience, avec persévérance tout au long de l'année dans ce jardin. Et là, on a une vision assez intéressante, hein, avec en effet le spectateur qui peut s'installer sur un banc et vraiment appréhender complètement les peintures de Monet, être complètement en immersion dans ces peintures et de se sentir finalement comme lui était dans son jardin. Euh, Malheureusement, même chose, petite anecdote, Claude Monet devait rendre ses panneaux comme il avait été dit donc pour le musée de l'Orangerie et finalement voilà, il continuait sans arrêt à le faire des retouches, il voulait pas les rendre, il trouvait toujours qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas donc tout le monde s'impatientait un petit peu et puis finalement malheureusement il est mort avant l'installation. L'inauguration du musée de l'Orangerie avec les nymphéas de Monet a eu lieu en 1927, donc avec la présence de Georges Clemenceau. Donc on le voit hein, ici avec sa canne. Euh, donc ça a été installé de façon voilà, à rendre hommage à Claude Monet et dans ce qui avait été dit, même s'il il y a eu voilà, des petits malentendus parfois entre Clémenceau et Monet, notamment dans ce temps qui n'en finissait pas où Monet ne voulait pas voilà, voulait continuer à faire des retouches. Enfin, il n'a pas assisté au vernissage, mais Clemenceau a respecté totalement son engagement pour exposer ses œuvres on peut aujourd'hui encore évidemment les voir au Jardin des Tuileries à Paris. Voilà, donc ces trois artistes, première partie Raphaël avec l'école d'Athènes, deuxième partie Rodin et Monet, à travers un processus créatif long, hein, vous l'avez vu, relativement long, mais ça fait partie du travail de l'artiste, ce travail en amont. Je vous conseille de regarder le site Artist Process, qui est intéressant puisque c'est un site sur lequel on peut retrouver des artistes à travers des démarches, justement. Donc voilà. Si vous avez des questions concernant cette conférence, cette deuxième partie et également évidemment la première partie que vous avez peut-être déjà visualisée, n'hésitez pas. Voilà, je rappelle que c'est un réenregistrement. J'ai essayé d'être plus synthétique que la première fois, mais je suis évidemment ouverte à vos questions et j'y répondrai avec plaisir. Merci pour votre attention. Au revoir.